Bonjour, aujourd'hui on va voir le top 5 des preuves, le sommet 5 si vous préférez, des preuves de l'infinitude de l'ensemble des nombres premiers. C'est extrait du livre Raisonnement divin que m'a signalé mon ami Réry, et vous allez voir que ce sont des méthodes qui sont ahurissantes pour démontrer l'infinitude. Alors attention, une belle méthode ou un raisonnement divin n'est pas forcément une méthode courte, je le rappelle, je l'avais déjà dit au moment de zeta de 2, l'épreuve de zeta de 2, mais on ne cherche pas forcément l'autoroute, on cherche les petites routes, le carnet de voyage, la petite porte d'entrée qui va bien, et vers où ça nous mène. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une porte de sortie, une petite fenêtre, vers laquelle cette méthode peut nous mener si on veut aller plus loin. Voilà. Alors donc, on va voir tour à tour une preuve historique. Bon, la preuve historique, on va dire. Le canal historique, infinitude des nombres premiers, canal historique. Une preuve arithmétique. Une preuve groupique, j'ai envie de dire, mais bon, avec la théorie des groupes. Une preuve analytique. Et, bon, déjà une preuve analytique, on peut commencer à se poser des questions, bon, pour certains, mais une preuve topologique, ça, on s'y attend pas. Je garde ça pour la fin, c'est quand même le meilleur. Alors commençons par la preuve historique. Bon, la preuve historique, c'est Euclide. On va supposer que l'ensemble des nombres premiers est fini par l'absurde, c'est P1 jusqu'à Pn. Bon, on va supposer qu'il est ordonné, par exemple. Donc ça commence par 2, 3, 5, etc. Et que ça s'arrête à Pn. Et on pose grand N égale le produit de tous ces nombres plus 1. Ce que on peut faire justement parce qu'il est fini. On prend un nombre premier qui divise n, comme n est strictement supérieur à 1, évidemment, il existe un nombre premier qui divise n. Alors, forcément, selon l'hypothèse absurde, Q fait partie de cette liste, donc Q divise n, mais Q divise aussi le produit. Donc il divise la différence, il divise 1, et un nombre premier qui divise 1, ça n'existe pas, voilà. Donc c'est absurde. Alors ce canal historique, voilà vers quoi il débouche. Si vous regardez l'exercice de carnet de voyage en algébrie 4, 2, 59, dans le chapitre 4, on peut montrer exactement, en suivant la preuve d'Euclide, finalement, exactement ce qu'on appelle le théorème de progression arithmétique faible de Dirichlet. C'est-à-dire que si j'appelle Pn, n c'est un entier naturel, strictement positif, même plus grand que 2, on va dire, et on regarde l'ensemble des nombres premiers qui sont congrus à 1 modulo n, eh bien Pn est aussi infini. Toujours pareil, par l'absurde, on suppose qu'il est fini, exactement comme ça, mais sauf qu'on extrait juste ceux qui sont congrus à 1 modulo n, et on va dire que Q divise grand N, mais cette fois-ci, grand N, c'est phi indice petit n de A. Alors phi indice n, c'est le nème polynôme cyclotomique, A, c'est n facteur du produit des nombres premiers décrivant Pn. Eh bien, en faisant ça, il se trouve qu'on aboutit à une contradiction. Je vous laisse regarder l'exercice. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est là où je dis c'est une porte de sortie, alors que là, c'était la porte d'entrée. Eh bien, vous prenez n égale 2. Qu'est-ce qui va se passer pour n égale 2 ? Vous avez finalement tous les nombres premiers impairs, donc tous les nombres premiers sauf 2, et vous multipliez par 2. Donc en fait, vous avez le produit des nombres premiers. Ici, donc A, c'est le produit P1 jusqu'à Pn. Et phi n, c'est phi 2. Phi 2, le polynôme cyclotomique, c'est, on le sait, c'est x plus 1. x2 moins 1 sur x moins 1, c'est-à-dire x plus 1. Et donc, x plus 1, ça nous fait exactement ce nombre-là. D'accord ? Voilà, c'est ça qui est amusant. Très bien, allez, on passe à la deuxième preuve.
C'est une preuve arithmétique qui est sympathique, qui peut probablement se faire en terminale, option, option maths. Je considère Fn 2 puissance 2 puissance n plus 1. C'est le nème nombre de Fermat. Voilà. Et je montre que le produit de k égale 0 à n-1 de fk, c'est Fn moins 2. Ah, c'est une récurrence. Donc peut-être que même en option maths, ils ne savent pas faire des récurrences. Je ne sais pas. Dites-moi. Initialisation. Alors, il y a l'initialisation prudente. Celle que je conseille, c'est avec n égale 1. C'est-à-dire que j'aurai, comme n égale 1, f indice 0 devrait être égal à f indice 1 moins 2. Ouais. Ben oui, f indice 0, ça fait 3. F indice 1, ça fait 5. Et 3, ça fait 5 moins 2. Il y a toujours l'initialisation un peu dangereuse, un peu bourbakiste, on va dire, pour n égale 0, où le produit par essence, ce qu'on appelle le produit sur l'ensemble vide, parce qu'on ne peut pas aller de 0 à... Il n'y a rien entre 0 et moins 1. Donc le produit sur l'ensemble vide, c'est égal à 1. Et donc on a 1 est égal à 3 moins 2. Donc ça, c'est un petit peu plus... Mais ça marche aussi, vous remarquerez. Bon. Ok, alors on y va avec l'hérédité. L'hérédité, on suppose que ça c'est vrai, Hn-1, et on montre Hn ici, et on va avoir le produit de k égale 0 à n de fk. Ça va être le produit de 0 jusqu'à n-1, c'est-à-dire fn-2, fois le dernier qui reste, c'est-à-dire fn. Mais fn-2, d'après la définition, c'est 2 puissance n moins 1, et fn, c'est 2 puissance n plus 1, identité remarquable, ça fait le carré moins 1, mais le carré de ça, évidemment, quand on va mettre au carré, on va multiplier par 2, donc ça va faire 2 puissance n plus 1 moins 1. Et ça, vous reconnaissez fn plus 1 moins 2, ce qui fait qu'on a prouvé l'hérédité. Bien, alors qu'est-ce que ça nous donne ça? Ça nous donne que si je prends deux entiers de Fermat, deux nombres de Fermat distincts, pour un n et pour un m différent, et je peux supposer que m est strictement plus petit que n, eh bien ils sont premiers entre eux. Effectivement, pour montrer qu'ils sont premiers entre eux, il suffit de dire, si jamais ils n'étaient pas premiers entre eux, il y aurait un nombre premier P qui diviserait Fm et Fn à la fois, donc il diviserait finalement Fn ici, et comme m est strictement plus petit que n, il diviserait ce truc-là. Donc il diviserait la différence, il diviserait moins 2, il diviserait 2. Mais des nombres premiers qui divisent 2, il n'y en a qu'un, c'est 2. Et 2, ça ne marche pas, parce que ça voudrait dire que le nombre de Fermat est pair. D'accord ? Or, aucun nombre de Fermat n'est pair. Voilà, donc contradiction. Ils sont premiers entre eux. Donc maintenant, maintenant, on ne va pas pouvoir construire une infinité de nombres de Fermat premiers entre eux, de nombres tout court premiers entre eux. Regardez, pour ceux qui veulent se convaincre à la fin, vous prenez Pf, l'ensemble des nombres premiers tel qu'il existe un n tel que P divise Fn. Voilà. Donc cet ensemble, c'est l'ensemble des diviseurs premiers d'un nombre de Fermat. Mais oui, mais qui dit d'un nombre de Fermat, comme ils sont tous premiers entre eux, si P est dans Pf, le nombre de Fermat est unique. Il ne peut pas en diviser deux. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, on a une application qui va de Pf dans n. Oui, dans n, qui à P, dans Pf, donne un n, le n finalement, puisqu'il existe ce n, mais il est forcément unique d'après ça, le n tel que P divise Fn. Voilà. Alors, évidemment, par construction, c'est surjectif, puisque Pf, c'est justement l'ensemble de tous les nombres premiers tels qu'ils existent n, tels que P divise Fn, donc c'est surjectif, et c'est bien défini par cette unicité. Par cette unicité, c'est bien défini. Et donc, Pf se surjette
sur un ensemble infini. Bon, donc c'est qu'il est lui-même infini, donc en particulier, l'ensemble des nombres premiers est infini. Voilà, celui-ci, ouais, ça peut faire quand même un exercice sympa. J'ai envie de dire en terminale, ou peut-être en L1. Voilà. Alors, on y va pour une jolie petite preuve qui utilise la théorie des groupes, bon, des groupes finis, en fait, Lagrange. Regardez, vous prenez les nombres de Mersenne, MP, c'est 2 puissance P moins 1, ou P est premier. On suppose, encore une fois, par absurde, que P est fini, mais cette fois-ci, au lieu de les prendre tous, on va juste s'intéresser, bon, on va les ordonner, hein, bien sûr, P1, là c'est 2, 3, 5, etc. Et on va prendre le plus grand, hein, on les ordonne comme les Dalton, lui c'est Avrel premier. Hein. Voilà. Et on prend lui, PM. Et on va montrer qu'en fait, il existe un nombre premier encore plus grand que PM. Regardez, soit Q qui divise M, PM, Q premier, alors, dans Z sur QZ, on va forcément avoir que MPM bar est égal à 0. Bon, donc 2 puissance PM moins 1, le tout bas, c'est 0 bar. Voilà. Donc maintenant, ça nous fait que 2 bar puissance PM est égal à 1 bar, mais cette fois-ci, on y a gagné parce qu'on est dans Z sur QZ étoile, parce que ça, c'est non nul. Hein, non nul. Bon. Et qu'est-ce que ça veut dire? On voit que l'ordre de 2 bars, en fait, hein, modulo Q, eh bien, c'est un diviseur de PM. Mais comme PM est premier, ça peut être que 1 ou PM. Bon, ah oui, mais ça ne peut pas être 1. Parce que si c'était 1, ça ferait que 2 égale 1, donc 1 égale 0. Non, ça, c'est pas possible, parce qu'on est modulo un nombre premier. Donc, c'est PM. Ce qui veut dire que l'ordre de 2 bars, c'est PM. PM divise Q-1, donc PM est plus petit en particulier que Q-1, donc strictement plus petit que Q, et on est arrivé à une contradiction. C'est joli. On attaque la preuve analytique maintenant. Alors celle-ci, c'est un plus gros morceau, mais ça vaut le coup. Je vous dirai pourquoi après. On prend pi de x, la fonction, qui a x un réel, on va dire positif, donne le cardinal de l'ensemble des p premiers plus petits que x. Bon. On va appeler cet ensemble p indice x, et on regarde son cardinal. Et si on arrive à montrer que pi de x tend vers l'infini, on a gagné, parce qu'on aura une infinité de nombres premiers. Bien. Alors, ce qu'on peut remarquer en faisant un dessin, c'est que log de x, on va fixer x, on va regarder sa partie entière. Bon, donc on va supposer que x est plus grand que 1, cette fois-ci, sa partie entière est strictement positive. Et on va faire la somme des 1 sur 1 plus 1 sur 2 jusqu'à 1 sur n. Alors ça se dessine très bien, et vous devez savoir montrer que log de x est plus petit que ça. Déjà sur le dessin, on dessine la fonction 1 sur x. L'intégrale, donc la surface qui est en rouge jusqu'à x, ça fait log de x. Et la surface rouge et verte, ici, tac, comme ça, qui est bien sûr plus grande, eh bien c'est cette somme-là. D'accord? Le rouge est plus petit que le vert. Bien. Le vert et le rouge, en fait. Voilà. Ce qui fait que, maintenant, on a cette inégalité qu'on va exploiter. Je vais remarquer déjà que si I va de 1 à M, d'accord, I allant de 1 à M, et que P est un nombre premier qui divise I, alors P est forcément là-dedans. Bien sûr, puisque c'est un nombre premier qui est plus petit que M, qui lui-même est plus petit que X. Donc là, pas de souci, on a P là-dedans. Bien. Donc, ça veut dire que tous les éléments I qui sont là de 1 à M ont dans leur décomposition au facteur premier que des éléments de Px. Je vais regarder plus généralement l'ensemble des X dont
la décomposition en facteur premier n'utilise que des éléments de Px. A priori, c'est évidemment beaucoup plus grand hein, que juste les entiers de 1 à n. Mais ça le contient. Et comme ça le contient, ça veut dire que log de x est inférieur ou égal à la somme des 1 sur n pour n parcourant x, puisqu'on va avoir cela plus d'autres, et même une infinité d'autres. Voilà. Alors maintenant, regardez. Eh bien, j'ai donc log de x inférieur à ça, donc log de x est inférieur à, par définition, la somme des alpha k parcourant n de 1 sur le produit pour tous les pk à la puissance alpha k. Donc là, on prend des alpha k uplés, hein, voilà, des uplés. Alors, il y a combien de k, d'ailleurs c'est intéressant, combien il y a de k possibles? Comme c'est dans P indice x, des k possibles, il y en a exactement pi de x. Donc, je vais prendre les alpha k dans n puissance pi de x ici, et là, je vais parcourir mes pk. Maintenant, je vais faire un échange, bon ça c'est le produit des inverses, je vais échanger le produit et la somme, ça fait le produit de k égale 1 à pi de x, de la somme des alpha k positifs de 1 sur pk puissance alpha k. Voilà, bon, ça c'est du calcul formel, d'échange de somme et de produit. Bien. Mais là, on reconnaît, évidemment, une série géométrique, donc ça va nous faire 1 sur 1 moins 1 sur P indice K, et on prend le produit toujours de K égale 1 à pi de X. Maintenant, je suppose que j'ai, comme ici, ordonné hein, mes P indice I, pour I allant de 1 jusqu'à pi de X. Bon, alors maintenant, regardez P indice K. P indice K, j'affirme qu'il est supérieur ou égal à K plus 1. Hein. C'est vrai pour K égale 1, on a égalité, parce qu'on a 2 plus grand que 2. Et puis après, forcément, par récurrence, P indice K plus 1, il est supérieur, strictement supérieur à P indice K. Donc, il est supérieur ou égal à P indice K plus 1. Et donc, on a la récurrence. Donc ça, c'est une évidence, évidemment. Maintenant, regardez, x, la fonction x, elle croît. Donc 1 sur x, ça décroît. Moins 1 sur x, ça croît. 1 sur 1, moins 1 sur x, ça va décroître. Ce qui va faire que, ici, ça va devenir que log de x est inférieur ou égal. Je peux remplacer, avec une inégalité dans ce sens-là, pk par k plus 1. Donc ici, je remplace pk par k plus 1, et en multipliant par k plus 1, ça fait k plus 1 sur k plus 1 moins 1, c'est-à-dire k. Mais maintenant, ce produit-là, eh bien, il se catapulte, il y a un 1 au départ, et puis ensuite, tout disparaît, et il va rester pi de x plus 1. Donc pi de x est supérieur ou égal à log de x moins 1, donc il tend bien vers plus l'infini, parce que log de x, on sait que l'exponentielle, ça envoie l'infini sur l'infini, donc le log, qui est son inverse, envoie l'infini sur l'infini, c'est l'inverse. Voilà. Alors là, cette preuve, vous allez la retrouver, bon, j'en ai fait une vidéo à un moment, dans le théorème fort de progression arithmétique de Dirichlet, c'est-à-dire qu'il y a une infinité de nombres premiers congrue à un certain a modulo n, à partir du moment où a et n sont premiers entre eux. Donc, ici, c'est une variante de ça. Bon, on n'a pas le log de x, on oublie, mais ce genre de choses qui nous amène à la fonction de zeta, il y a une variante en multipliant par la fonction indicatrice de a bar. C'est-à-dire qu'on veut ne sélectionner que les p tels que p modulo n, c'est égal à a. Voilà. Donc il faut la fonction indicatrice de a bar dans z sur nz. Et là, on décompose cette fonction indicatrice en caractères de z sur nz chapeau, quoi, hein. Et donc ça, c'est des formules dans la théorie des caractères, des groupes abéliens finis, c'est quelque chose d'assez classique.
Et il va y avoir le caractère trivial et les autres caractères. Ça nous permet de séparer en deux cette somme et de montrer que c'est quand même infini. Vous voyez, cette somme va être infinie. En fait, la partie où des caractères non triviaux, ça va être fini, et on va montrer que pour le caractère trivial, c'est infini. Et donc on va avoir une somme infinie plus une somme finie, et ça va nous donner quelque chose d'infini. Et voilà, donc c'est une variante. Bon, je ne demande pas... après, vous pouvez regarder la vidéo. En tout cas, c'est pour vous montrer où cette porte commence et où elle débouche quand même sur un très joli théorème que vous pouvez trouver dans le cours d'arithmétique de Serre. Voilà. Allez, maintenant, quand même, le clou du spectacle, la preuve topologique. Alors, allons-y pour la preuve topologique. On munit Z d'une topologie. Alors, comment on va munir une topologie? Avec une base d'ouvert. Je vais expliquer ça. J'appelle n indice AB, donc A, je pars d'un entier quelconque, B d'un entier strictement positif, et ce que j'appelle n indice AB, c'est l'ensemble des entiers qui sont congrus à A modulo B, c'est-à-dire qui sont de la forme A plus KB. Voilà. Et ce que je vais appeler un ouvert de la topologie, c'est là où j'explique ce que c'est qu'une base d'ouvert, c'est qu'un ouvert, c'est soit l'ensemble vide, soit alors un ensemble tel que si A est dans l'ouvert, alors on peut trouver un B tel que NAB est inclus dans O. Un petit peu comme les boules ouvertes qui définissent la topologie normique. Voilà. Alors, il faut quand même montrer que ça fait bien une topologie. Bon, quand vous définissez des ouverts avec une base d'ouvert, forcément, toute réunion d'ouverts est un ouvert. Regardez, ça c'est très très général. Si vous prenez la réunion d'ouverts OI, donc s'ils sont tous vides, évidemment ça fait le vide. Sinon, je vais prendre un A dans la réunion des OI. S'il est dans la réunion des OI, ça veut dire qu'il existe J tel que A est dans OJ. Mais comme A est dans un ouvert OJ, ça veut dire qu'il existe BJ tel que NABJ est inclus dans OJ, par définition. Mais OJ est inclus dans la réunion, donc on a bien trouvé un B tel que NAB est inclus dans cet élément. Donc ici, dans cet ensemble. Donc ici, c'est bien un ouvert. Mais ça, c'est très général, on n'a rien fait de particulier. En revanche, là où il faut être un petit peu plus précis, c'est qu'une intersection finie d'ouvert, ça c'est un ouvert. Oui, je prends une intersection finie d'ouvert, oui. Je vais avoir, bon alors s'il est vide, voilà, on oublie, donc disons c'est un ouvert. Sinon, je prends un A dans l'intersection des OI, ça veut dire qu'il est dans OI quel que soit I, c'est-à-dire que quel que soit I, A est dans OI, et donc il existe de ce fait un BI strictement positif tel que N de ABI est dans OI. Et donc je vais fixer un BI pour tout I. Voilà. Et maintenant, comme il y en a un nombre fini, je vais pouvoir prendre le produit de ces BI et je vais considérer N A produit des BI. Alors le produit des BI, évidemment, c'est un entier strictement positif. Et évidemment que quand on remplace B par C fois B, avec C strictement positif, eh bien, évidemment, on a quelque chose qui est inclus. Hein. N de A virgule CB est inclus dans N de AB. Donc, ça veut dire ici que ça, c'est inclus là-dedans pour tout I. Donc dans l'intersection, et donc dans l'intersection des OI. Donc on a trouvé notre boule ouverte en quelque sorte, à l'intérieur, et donc c'est bien un ouvert. Voilà. Alors maintenant c'est la magie. Oui, la topologie. La topologie, c'est des fois, comment dire, ça semble technique. Des fois, ça peut être puissant. Par exemple, quand ça se marie avec l'algèbre, bon, et que ça donne la topologie algébrique, c'est quand même assez impressionnant. Là, c'est
c'est tout petit et en même temps c'est déjà complètement magique. Regardez ce qui va se passer. D'abord, vous remarquerez que vous prenez un ouvert non vide, il est forcément infini. Bien. Pourquoi? Parce que à partir du moment où il est non vide, il y a un A, donc il y a ça dedans, et donc ça c'est infini. Parce que B est non vide. Bon. Maintenant, vous pouvez remarquer que NAB est fermé. Oui, parce que Z, c'est une réunion de NA'B pour A' allant de A à A plus B moins 1. Ce que je suis en train de dire, c'est que modulo B, un entier quelconque, modulo B, est forcément congru à un entier compris entre A et A plus B moins 1. Voilà. Donc là, vous voyez que, bon, lui, c'est un ouvert, donc on a une réunion finie d'ouverts, ce qui veut dire que NAB, c'est le complémentaire d'une réunion finie d'ouverts. Les NA'B pour A' différent de A. Donc là, ça va nous donner que NAB, comme c'est un complémentaire d'une réunion finie d'ouvert, c'est un complémentaire d'un ouvert, donc c'est ce qu'on appelle un fermé. Donc NAB est un fermé. Très bien. Maintenant, troisièmement, j'affirme que Z-1 moins 1, c'est la réunion pour P décrivant l'ensemble des nombres premiers de N0P. Ben oui, N0P, c'est l'ensemble des multiples de P. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que tout entier différent de 1 et moins 1 est multiple et divisible par un nombre premier. Ça, c'est connu, c'est ce que dit cette égalité. Supposons maintenant que P soit fini. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ça, comme c'est un fermé, la réunion finie de fermé, c'est un fermé. Le complémentaire d'un fermé, c'est un ouvert. Donc 1 moins 1 serait ouvert. Mais 1 moins 1, ce serait un ouvert non vide et fini. Or, c'est pas possible parce que tout ouvert non vide est infini. C'est magique, c'est topologique, c'est topomagique.